Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Réagissez dans le chat. Merci d'être là aujourd'hui. On attend quelques minutes ou on démarre directement? On peut y aller, hein. On attend un peu que les gens nous disent d'où, si les gens sont connectés, ils nous disent d'où ils nous écoutent, qu'ils fassent signe, mettez les cœurs, partagez le live. Like, partage, voilà. Bonsoir à tous qui arrivent, à tous ceux qui arrivent, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour évoquer ce sujet tellement important. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous pour cette heure, voire 1h30 d'échange autour de la santé féminine. Puisqu'on va commencer, ça va faire venir les gens. On a Maître Dacle qui est connecté. Bonsoir, Maître. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Vous nous écoutez d'où? Dites-nous. Bonsoir, bonsoir. Réagissez dans le chat, n'hésitez pas. Donc, on va commencer. Merci d'être là avec nous ce soir pour évoquer ce sujet tellement important. Donc, le 7 avril dernier, s'est célébré la Journée internationale de la santé. À cette occasion, System in Africa marque le coup en faisant des tables rondes, des lives éducatifs pour évoquer des sujets qui concernent les femmes. Donc, nous sommes une communauté de femmes scientifiques et on trouve quand même important de revenir sur ces sujets de santé qui impactent nos carrières, qui impactent notre bien-être. L'objectif ce soir est de partager avec vous, avec les professionnels qui nous accompagnent ce soir, partager autour de sujets de santé féminine et finalement donner les clés et quelques astuces pour concilier carrière, vie de femme, bien-être, voilà, et tous ces sujets qui nous sont chers. Donc, on va commencer par présenter System in Africa, le cadre dans lequel on fait cet échange aujourd'hui, et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc, Pulchérie, tu as la parole. Merci, Jessica. Merci de me passer la parole. Merci à toutes. On a un panel au top, un panel de spécialistes pour la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, moi, je suis Pulchérie Matodou Ngemte. Je suis l'initiatrice de l'association System in Africa, qui est une association à but non lucratif qui a pour objectif, en fait, de briser les barrières et les incertitudes socio-professionnelles auxquelles les femmes sont confrontées quand elles évoluent dans des filières et métiers STEM, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, notre mission, c'est de les aider, de les accompagner afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel dans les filières, dans les domaines qu'elles auront choisis. Donc, on le fait à travers différentes activités, comme celle-ci. Aujourd'hui, on a un événement live sur une thématique qui touche directement les femmes et qui peut être un frein à leur évolution dans leur carrière et dans leur filière. Donc, à côté de cela aussi, on a des activités comme le mentorat, des webinaires, des sessions de débat sur des thématiques toujours aussi importantes. On a également des partages d'offres d'emploi, des coachings individuels. Et voilà, on essaye de se fédérer comme ça. On est une communauté aujourd'hui de plus de bientôt 200 membres actives, voilà, qui partagent leur quotidien, qui partagent leurs connaissances ensemble et qui se fédèrent pour avancer, pour faire avancer la cause ensemble. Donc voilà, System in Africa, en gros. Super, je te repasse la parole, Jess. Super, merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui pose le cadre. Tous les ans, on l'a déjà fait l'année dernière, on fait un zoom sur la santé des femmes parce que l'objectif qui est le nôtre est d'accompagner toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui choisissent des métiers scientifiques, les accompagner, démystifier tout un certain nombre de biais, de préjugés. Et les questions de santé féminine sont très, très, très présentes et peuvent fortement impacter le bien-être et les carrières. C'est la raison pour laquelle
on choisit de faire ce Zoom aujourd'hui. Donc, on va parler de fertilité, on va parler de reproduction, on va parler de pathologie et on va parler de bien-être finalement parce que la santé féminine est un grand sujet qui englobe un certain nombre d'éléments et l'objectif de la table ronde d'aujourd'hui sera d'évoquer ces différents points. Donc, à mes côtés ce soir, j'ai de charmantes dames, des professionnels de la santé, des professionnels de la santé féminine qui vont nous édifier et n'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser toutes vos questions parce qu'on est vraiment là pour vous. Donc, je vais leur passer la parole pour que chacune se présente et on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc, à toi, Marlie. Tu veux bien te présenter. Ça marche. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation et merci à vous, mesdames, d'avoir créé en fait ce réseau. C'est hyper important qu'on puisse justement avoir cet espace de parole pour échanger et discuter. Donc, moi, je suis Dr Ba Marly, je suis gynécologue obstétricienne et je suis aussi médecin de la reproduction. Je m'occupe donc du coup des patientes qui ont aussi de l'infertilité, autant sur le plan chirurgical que médical. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les mutilations sexuelles féminines. Voilà. Super, merci beaucoup. Idocile, vu que tu es revenu, les aléas du direct, on va faire avec. Est-ce que tu viens bien te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Idocile Makungente, médecin en spécialisation neurologie en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est vrai que dans le cadre du NICO, j'ai fait ma thèse de doctorat portait sur l'aspect gynécologique. Donc, le débat sera bon. Hein. Et quel sujet tu as adressé particulièrement dans le cadre de ta thèse? Ça concernait plus les cancers chez les femmes en âge de procréer. Très bien. OK, merci. Dado, last but not least. Bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci effectivement pour l'invitation et merci pour cette initiative. Parce que, comme disait Marlie, c'est important d'avoir des espaces de ce type pour sensibiliser des points importants comme vous le faites. Donc, merci les filles. Je suis donc Barbara Dado, je suis gynécologue en Île-de-France. Je suis spécialisée aussi dans la santé reproductive et je travaille dans les hôpitaux publics où je suis praticienne hospitalière. Eh bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'on est entouré de... On est vraiment au bon endroit. Hein, si vous aviez un doute, l'objectif aujourd'hui sera justement d'écouter la voix des professionnels sur ces sujets parce que justement, sur tout l'espace médiatique, on a énormément de contenu et des fois, c'est pas évident de démêler le vrai du faux. C'est la raison pour laquelle on a à cœur d'écouter les professionnels justement pour avoir des éléments pertinents, des clés pour chacun trouver son bien-être sur ces sujets-là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, la santé féminine. Quand on parle de santé féminine, vous, les professionnels de ce domaine-là, qu'est-ce que vous englobez dans cet ensemble-là? On va commencer par Dado, du coup. C'est quoi la santé féminine? Comment tu la définis? La santé féminine, c'est la santé de la femme au sens large, donc dont nous, gynécologues, sommes les professionnels. C'est la santé reproductive, c'est la gynécologie aussi au sens large, donc tout ce qui est attrait aux menstruations, à la contraception, à la fertilité, l'infertilité, aux grossesses, et ça va jusqu'à la ménopause. Ça englobe effectivement toutes les pathologies qu'on peut rencontrer durant nos vies de femmes, donc les pathologies bénignes, mais aussi les pathologies cancéreuses, toutes les maladies cardiovasculaires qui sont la principale cause de mortalité chez les femmes ménopausées. Mais il y a la santé physique, mais aussi il y a la santé mentale qu'il ne faut pas, je pense, négliger parce que les femmes sont beaucoup plus touchées par l'anxiété, par la dépression, du fait de nos différentes casquettes. Donc je pense que oui, selon moi, la santé féminine, c'est la santé physique et mentale des femmes. Du coup, je passe la parole à Marlie. Dado a parlé de santé physique et de santé mentale. Donc, dans cet ensemble, justement, il y a des impacts entre ces deux entités-là. Comment tu fais le lien? Comment la santé mentale impacte la santé physique?
des femmes. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Dado a dit. Effectivement, donc c'est la santé de la femme, c'est la santé d'une population en fait. C'est quand même plus de 50% de la population et c'est quelque chose qui est très très large comme Dado l'a bien dit. Donc c'est la santé physique, mais aussi la santé mentale et aussi la santé sociale. C'est-à-dire quelle est la place de la femme dans la société. Tout ça rentre aussi dans la santé de la femme. Donc je pense que tout est très intriqué. Je pense pas qu'on puisse les séparer. Je pense qu'il faut vraiment prendre la femme dans son ensemble. C'est une prise en charge globale. Voilà, la santé reproductive, la maternité, la santé de la femme ménopausée, enfin la famille, tout ça, ça fait partie du bien-être de la femme finalement. Super, merci. D'accord. Idocile, tu aimerais rajouter quelque chose? Comment tu définis, toi, la santé de la féminine avec tout ce qui a été dit par Dado et... Comme les médecins l'ont dit, ça englobe beaucoup de choses. Les frères ont parlé de la contraception, la ménopause, mais il faut aussi mettre un accent particulier sur la prévention et le dépistage des pathologies. Peut-être ça concerne les pathologies, mais mettre en avant aussi la prévention. Parce que pour éviter ces pathologies, il faut faire des dépistages, il faut faire la prévention primaire. Donc, ça englobe vraiment un grand nombre de choses. Ok, donc c'est donc un panel assez large finalement. On a dans votre définition, vous avez évoqué santé mentale, santé physique, vous avez évoqué les pathologies. Donc, si on fait un zoom sur les pathologies, bon, on entend beaucoup de choses, hein. De toute façon, toutes les femmes, professionnelles ou pas, vivent de plein pied ces sujets autour de la santé féminine, l'expérimentent. Hein. On parle de règles douloureuses, on parle d'endométriose, on parle de myome, on parle de fibrome. Énormément de sujets qui, justement, sont évoqués sur la place médiatique avec des remèdes miracles hein, dans certains cas. C'est pour ça que c'est autant plus important d'avoir l'avis des professionnels sur ces sujets-là. Je commence par toi, Idocile. Tu as parlé tout à l'heure de ton diplôme, ta thèse de fin de cycle de médecin généraliste sur les pathologies autour du cancer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? C'est vrai que c'était plus les cancers du col de l'utérus. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres cancers. Il y a les cancers du sein, les cancers de l'utérus proprement dit, mais j'étais plus focalisée sur le col de l'utérus. Donc, comme je disais tantôt, la prévention, c'est la clé. En faisant des frottis cervicaux chaque année, en prenant des rendez-vous, c'est très important. Donc, il y en a qui en souffrent, il y a des femmes qui en souffrent, mais la prévention, c'est la clé. D'accord, merci beaucoup. Avec toi, Dado, l'endométriose, c'est un sujet qui prend quand même de plus en plus de place, et heureusement, dans l'espace médiatique, parce que les conséquences quand même des femmes qui sont sujettes à cette pathologie-là, voilà, elles sont de plus en plus visibles et heureusement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi l'endométriose? Comment ça se manifeste? L'endométriose, c'est une maladie chronique dans laquelle des tissus de l'endomètre, donc l'endomètre qui est la muqueuse interne de l'utérus, se retrouvent en dehors de cet utérus, en dehors de cette cavité utérine, ce qui provoque des douleurs, des kystes, des adhérences et qui surtout qui affecte la qualité de vie des femmes parce que de façon cyclique et même de façon chronique, elles ont ces douleurs. Donc ça se manifeste par plusieurs symptômes. Souvent, c'est donc les dysménorrhées qui sont des douleurs intenses pendant les règles, les rapports sexuels qui sont douloureux également, qu'on appelle les dyspareunies. Il peut y avoir des troubles digestifs en fonction des différentes zones où cette muqueuse endométriale va s'accrocher. Il peut y avoir des troubles digestifs, mais aussi des troubles urinaires. Ça provoque des fatigues chroniques chez les patientes et ça peut aussi, dans 30 à 40% des cas, provoquer une infertilité. D'accord. On est nombreuses, hein, enfin, personnellement, j'ai beaucoup vécu quand j'étais plus jeune, les règles douloureuses. Parce que là, justement, dans ta description d'endométriose, tu as parlé de règles douloureuses. Qu'est-ce qui doit nous alerter? Enfin, on ne va pas faire d'autodiagnostic, il faut voir les professionnels, mais entre les règles douloureuses et un diagnostic d'endométriose, comment on à partir du moment où on a des règles qui
nécessitent une prise de médicaments supérieure à un médicament de palier 1, c'est-à-dire du Doliprane, par exemple, ou du Spasfon, il nécessite d'aller à une médication plus importante que ça, je pense qu'il faut consulter. À partir du moment où on a vraiment sa qualité de vie qui est empiétée, c'est-à-dire que si on est étudiante, on n'arrive pas à aller en cours parce qu'on a trop mal au ventre. Si on est, je sais pas, si on travaille, qu'on n'arrive pas à aller au travail ou qu'on doit changer notre mode de vie au moment de nos règles, c'est que c'est pas normal. Et donc, de nos jours, heureusement, on entend de moins en moins le discours de OK, tu es une femme, tu as des règles douloureuses, tu as mal au ventre, c'est normal. C'est pas normal d'avoir mal au point d'avoir sa qualité de vie qui est impactée. Et donc, de ce fait, il faut consulter dans ces cas-là pour avoir un diagnostic dans un premier temps. Des fois, on ne l'a pas toujours parce qu'on a d'autres maladies inflammatoires qui ne sont pas l'endométriose et qui provoquent aussi des syndromes assez douloureux. Mais au moins, on a souvent un traitement adapté, qui soit hormonal ou un traitement antalgique, qui permet qu'on puisse fonctionner, en tout cas dans ces moments-là. Parce que mine de rien, c'est 1 semaine par mois, dans la grande majorité des cas. Et de 12 à 50 ans. Donc, c'est important de consulter pour pouvoir avoir des solutions. Et est-ce que c'est normal d'avoir des règles douloureuses? Enfin, de base, est-ce que les règles sont censées faire mal? Non, comme je disais, à partir de ce stade, c'est-à-dire qu'on a toute une gêne. Je pense que personne ne traverse ce moment-là sans qu'on ne se rende compte qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, on a toute cette gêne, effectivement, qui est physiologique où voilà, l'utérus se contracte. Il faut que cet endomètre, cette muqueuse qui est initialement là pour recevoir une grossesse, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, se libère. Donc, on a toute cette gêne où on sent que voilà, on n'est pas dans notre état habituel. Mais à partir du moment, comme je disais, où on doit passer à prendre des médicaments, on doit des médicaments plus forts que les médicaments de palier 1 et que notre qualité de vie est impactée, que c'est pas normal. Ok, merci. Avec toi, Mali, dans notre quotidien de femmes et de femmes africaines, on entend beaucoup parler de myome, de fibrome. Pour la petite histoire, je me rappelle, il y a quelques années, ma mère, justement, s'était fait opérer d'un fibrome et elle avait eu une masse énorme qu'on lui a retirée de son utérus. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, justement, la particularité de... Est-ce que myome et fibrome, déjà, c'est la même chose? Et finalement, à quoi c'est dû? Du coup, alors effectivement, donc les fibromes ou la pathologie myomateuse, c'est la même chose. Un myome et un fibrome, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un fibrome, c'est plutôt le mot un peu vulgarisé. Et le myome ou léiomyome, c'est le mot scientifique qui décrit justement le type de tissu. Quand on dit léiomyome, c'est-à-dire que c'est un tissu musculaire qui s'est formé dans l'utérus. Donc, c'est la même chose. Un fibrome, un myome, c'est la même chose. Donc, la pathologie myomateuse, elle est très fréquente et c'est vrai qu'elle est très fréquente chez les populations africaines. Pourquoi? On ne sait pas. On a quand même près de 20% peut-être de la population qui a des fibromes. Donc, c'est quand même presque une femme sur 5. Alors, attention. C'est pas parce qu'on a un fibrome qu'on a forcément des problèmes de santé. Il y a probablement plein de femmes qui ont des fibromes et qui n'ont aucun retentissement et c'est très bien. En fait, tout dépend de l'endroit où se trouve le fibrome. Si le fibrome est bien au milieu du muscle de l'utérus, il peut être là et ne pas être gênant. On peut avoir des fibromes qui font 1 cm, 2 cm, qui sont là, on les découvre une fois parce qu'on a fait une échographie qui n'a rien à voir avec des douleurs ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on le surveille et puis tout va bien. On a des fibromes qui peuvent être très, très embêtants, par exemple, qui peuvent être très, très vite volumineux. Dans ce cas-là, ils peuvent effectivement souffrir des douleurs. Donc, ça fait partie des diagnostics des douleurs. Donc, s'ils créent des douleurs ou s'ils sont très, très volumineux et qui gênent du coup à l'intérieur du corps, par exemple, quand ils exercent une pression sur la vessie, donc ça peut faire des troubles pour aller à la miction, une pression au niveau du rectum, du coup, des problèmes de constipation, des choses de ce type-là, des douleurs, des pesanteurs. À ce moment-là aussi, il faut consulter pour pouvoir traiter les choses. Et les fibromes peuvent aussi créer des saignements très abondants s'ils sont vers l'intérieur de la cavité. Donc, des saignements très hémorragiques. Donc, tout ça, ce sont différents symptômes qui peuvent amener à faire consulter et on va peut-être trouver le diagnostic de fibrome. En général, le fibrome, c'est pas quelque chose de cancéreux, c'est quelque chose de plutôt bénin, mais il faut quand même le faire surveiller parce que dans de rares cas, ça peut être quelque chose d'un peu plus grave, on va dire ça comme ça. Mais voilà, la plupart des fibromes sont bénins et il y en a une grande majorité finalement, peut-être qui ne sont même pas diagnostiqués. C'est pour ça qu'il est important
je pense justement dans cette santé de la femme qui est différente de la santé des hommes. Parce que la santé des hommes, les hommes consultent quand ils ont des symptômes. Les femmes, elles consultent finalement tout au long de leur vie pour plein de choses. Discuter de la contraception, discuter de la grossesse, discuter de la fertilité, discuter des douleurs, du cycle menstruel. Et donc, le fait d'avoir un gynécologue et un suivi régulier, ça permet justement d'appréhender tout ça et de faire de la prévention si besoin. Donc voilà, c'est pas toujours, c'est pas un fibrome, c'est quelque chose qui est très fréquent finalement, et il n'y a qu'une petite partie des fibromes qui vont avoir besoin d'être opérés, par exemple. Et qu'est-ce qui explique qu'on peut avoir justement des masses Justement, il y a beaucoup d'études qui ont été mises en place, mais on n'a pas vraiment encore la cause. Probablement que c'est quelque chose de plurifactoriel. On n'a pas trop encore vraiment les étiologies. On sait qu'il peut y avoir une cause hormonale, mais bon, après, toutes les femmes ont des hormones et bon, voilà, on ne sait pas trop. Il peut y avoir aussi des causes un peu héréditaires. Ça peut être un petit peu aussi au niveau de certains déterminants. Ils sont en train de faire des recherches justement qui vont montrer qu'il y a des récepteurs typiques qui vont faire qu'on est plus susceptible d'avoir des fibromes ou pas, mais pour l'instant, c'est pas encore très clair. D'accord. Bon, on y croit. On espère que la recherche va avancer suffisamment pour qu'on se retrouve. Après, il y a peut-être aussi les perturbateurs endocriniens. Enfin, il y a vraiment, c'est quelque chose pour l'instant de plurifactoriel. C'est vrai qu'après, on entend beaucoup de choses. Oui, quand on a eu des défrisages dans l'enfance, on a des fibromes. Quand on a bu telle tisane, on a des fibromes. Bon. Peut-être qu'un jour, on trouvera une relation. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et voilà, pour l'instant, on est plus parti sur quelque chose de plurifactoriel. Il y a le déterminant hormonal, peut-être les déterminants héréditaires. Comme par exemple l'endométriose aussi, c'est pareil. On a encore vraiment de vraies étiologies. On ne sait pas pourquoi certaines femmes ont de l'endométriose et d'autres non. Donc, vraiment, c'est hyper important. C'est la faute à pas de chance, en fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des patients qui ont des fibromes. Moi, j'ai plein de patients qui viennent pour des échographies de grossesse et c'est là que je découvre un fibrome qui peut faire même 3 à 4 cm, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, qui sera là peut-être pendant toute la vie. Et puis après la ménopause, de toute façon, il va régresser parce qu'il y a moins d'hormones. Et en fait, elle va jamais avoir de soucis par rapport à ça, quoi. Mais on va le surveiller tranquillement. C'est tout. D'accord. Ok, super. Donc, on a parlé d'endométriose, on a parlé des maladies cancéreuses, on a parlé de fibromiome. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies dans justement la santé féminine qui sont très fréquentes ou plus présentes en dehors de ce qu'on a évoqué? Bon, à qui veut prendre la parole? Moi, je voulais ajouter aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui fait aussi grandement partie de la santé des femmes, c'est les violences faites aux femmes. Donc ça, c'est hyper important, ça fait partie de la santé de la femme et c'est hyper important de le dépister. Par exemple, quand on a des patients qui ont des douleurs pelviennes, on a des douleurs pelviennes qui peuvent être liées à l'endométriose, mais de plus en plus, on a aussi des corrélations entre violence dans l'enfance, inceste ou autre, et douleurs pelviennes. Donc, il y a plein de choses de ce type-là, exactement. Donc, c'est des choses que de plus en plus on dépiste. Dans les formations maintenant à la fac ou autre, on amène les médecins à de plus en plus être sensibilisés à ça et aussi aux femmes de pouvoir leur offrir cet espace de parole pour qu'elles puissent parler de ça. Donc, les violences faites aux femmes, ça fait partie de la santé des femmes et c'est hyper important qu'on puisse le dépister, les accompagner parce que c'est quelque chose de difficile. Et de plus en plus, c'est des sujets sur lesquels on met quand même le zoom parce que tu parles de violence. Il y a des sujets qui défraient la chronique. Là, par exemple, au Cameroun, il y a des féminicides dont on parle beaucoup. C'est vrai que ça peut avoir on ne se rend pas compte, mais finalement, on parlait de santé mentale, de santé physique, tout ça, ça s'imbrique. Et les effets, ça, c'est un grand pan de la santé. On a parlé en disant socialement, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent dessus, mais c'est un grand pan de la santé de la femme, les violences. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup maintenant de structures qui se mettent en place. Par exemple, en France, il y a la Maison des femmes, qui est une structure qui accueille les femmes victimes de violences, que ce soit des victimes de viols, de violences conjugales, de viols conjugaux ou autre chose, de mutilation, enfin plein d'autres choses. Enfin, vraiment, tout ça, c'est hyper important de l'imbriquer dedans. Ça fait partie grandement de tout ça. Super. Bon, on a parlé pathologie. Maintenant, on va parler. Vous êtes des femmes, vous êtes des médecins. Pour être médecin, c'est de longues études, normalement. Pour autant, il y a des challenges justement autour de comment je me projette, comment je veux construire ma vie, si je veux avoir des enfants, comment je concilie cette vie exigeante de professionnel de la santé avec une vie de maman, une vie de femme ou autre. Hein. L'idée maintenant, là, c'est de faire le zoom. À quoi il faut être vigilante, justement, quand on est une femme scientifique qui fait de longues études? À quoi il faut être vigilant quand on veut se projeter? Là, on va rentrer dans les aspects reproduction, fertilité.
quels sont les éléments qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on ne prend pas suffisamment en compte? Je vais commencer par toi, Idocine. Tu es médecin, tu es en spécialisation, ça fait un moment. Est-ce qu'il y a des points comme ça? Parce qu'il y a énormément de jeunes filles, de jeunes femmes qui nous écoutent, qui vont embrasser ce type d'études, embrasser ce type de carrière. À quoi il faut être vigilant? En fait, c'est vrai, concilier tout ça, c'est pas toujours facile, mais il faut toujours essayer de chercher l'équilibre entre la vie de travail ou études et la vie personnelle. Donc, en tant que femme, personnellement, euh, ça n'a pas été facile. On peut concilier les deux, c'est difficile. C'est pourquoi il faut faire des planifications. Des planifications. Peut-être beaucoup de choses peuvent arriver ne dépendant pas de notre volonté, mais savoir faire la part des choses, c'est très important. Prenons un exemple d'une femme qui, qui porte une grossesse, par exemple. Euh, Elle est encore étudiante, elle doit subvenir aux besoins de cet enfant, elle doit subvenir à ses propres besoins et elle doit concilier ses études avec tout ça. Ou bien une femme qui travaille déjà et qui est enceinte, elle doit concilier travail et, et, et grossesse, travail et reproduction. Donc, ce sont des thèmes qui ne sont pas toujours faciles. Ou une femme qui a accouché, mais qui est dans un service ou bien dans un domaine où on ne peut pas lui donner des congés de maternité, par exemple, parce que ça se vit, on ne peut pas lui donner des congés de maternité. Du coup, elle est obligée de concilier ça et sa vie personnelle. Donc, ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux. Et puis, il y a la gestion de tous les symptômes de la reproduction, entre gérer ça et gérer sa vie personnelle. Voilà. Ça peut créer des problèmes d'anxiété, de stress et tout. C'est pourquoi il faut toujours avoir recours aux professionnels de la santé ou bien aux mentors qui peuvent nous aider à concilier tout cela. Ok, merci. Avec toi, Dado, est-ce qu'il y a un moment idéal? Parce qu'on va parler à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent d'un point de vue de la science. La fameuse question de l'horloge biologique. Déjà, est-ce que c'est un thème que vous utilisez, vous, en tant que professionnel, ou c'est plutôt un thème grand public? Et puis, finalement, quel est le moment idéal si on veut faire des enfants dans ce type de carrière? Alors, je suis totalement d'accord avec ce que Idocile disait. Effectivement, il y a beaucoup de choses à concilier pour nous, les femmes, et souvent, c'est assez difficile parce que du coup, nous, on les accumule, les casquettes. On s'est battu pour les avoir, certaines casquettes, le droit de pouvoir travailler, le droit de pouvoir avoir une vie extra foyer, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a été cantonné à être des mères de famille, les gestionnaires du logis, etc. Et donc, on s'est battu pour avoir tous les droits de l'extérieur de nos chers amis, les hommes. Mais en fait, nous, on a gardé les autres casquettes de base. Donc maintenant, il faut pouvoir concilier ces différentes casquettes et effectivement, c'est pas simple. Et surtout aussi, je pense, parce que le monde du travail a été conçu pour les hommes, a été conçu sur un modèle masculin. Donc, c'est un modèle linéaire. Nous sommes des êtres cycliques, c'est-à-dire que déjà dans un mois, on passe par la phase de règles, la phase d'ovulation, la phase de… Et tout au long de notre vie, au début, on n'a pas nos règles, après, on est en âge de procréer, on a nos règles, après, on est à la ménopause. Et pendant la phase de procréation, on a cette phase, donc, effectivement, où on n'a pas d'enfants et certaines personnes n'en voudront jamais, mais d'autres en voudront et passeront par donc, la grossesse, la maternité, l'accouchement et ces temps de chamboulement qui ne peuvent pas être vécus et passés en tout cas au travers d'une vie professionnelle aussi linéaire que peuvent avoir les hommes, quand bien même de nos jours, ils sont de plus en plus, fort heureusement, impliqués dans la vie de famille et certains sont de très bons pères et de très bons, de très bons agents du foyer aux côtés des femmes. Pour revenir à cette histoire d'horloge biologique, donc oui, c'est un terme qu'on utilise tous et je pense que
ça dépend de tellement de facteurs différents, parce qu'il y a le facteur de il faut trouver son conjoint, il faut avoir les moyens financiers de pouvoir subvenir à ses enfants, etc., etc. Donc, il y a tellement de facteurs qu'il n'y a pas de moment idéal universel. Il y a un moment idéal que nous, femmes, ou que le couple va considérer comme le moment idéal pour eux de passer à cette étape de la procréation, mais il n'y a pas de moment idéal universel. Par contre, en tant que professionnel de la santé et en tant que gynécologue spécialisé dans la médecine de la reproduction, ce que je peux passer comme message phare aux femmes, c'est que le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, c'est très bien. Entre 30 et 35, c'est bien. De 36 à 40, il faut y aller. Et je pense qu'à plus de 40 ans, souvent, des fois, ça peut être compliqué. Donc, par rapport à la physiologie, je pense que le plus tôt est le mieux. Ok, super. Ouais, je suis d'accord, tu peux rebondir. Oui, justement, j'allais te passer la parole, mais je voulais justement faire une petite transition. Tu parlais de tranche d'âge avant de passer la parole, Marly. J'ai entendu, on entend souvent, hein, à partir de 35 ans, on parle de grossesse gériatrique. Alors, la professionnelle que tu es, est-ce que vous en parlez vraiment? Je pense qu'il y a longtemps le cas, mais Marly, tu me diras, mais nous en tout cas, à notre époque, on ne parlait plus quand même, on parle de grossesse à risque à partir d'un certain âge. Mais en tout cas, moi, dans mes bouquins de médecine, fort heureusement, on ne parlait pas de grossesse gériatrique à partir de 35 ans. Mais c'est vrai que j'ai entendu ce mot être utilisé par mes aînés. Et je pense qu'avant, c'était un terme qui était plus facilement utilisé, mais on parle plus de grossesse à risque quand effectivement la femme a un certain âge. Et 35 ans, non. 35 ans. Moi, personnellement, je pense que c'est un terme dévastateur. D'utiliser des mots aussi cruels pour parler des grossesses, je suis contre. Il y a certains endroits où ils le font, mais vraiment, je suis vraiment contre parce qu'en fait, on entend parler de grossesse gériatrique. Alors oui, on peut dire des grossesses après 35 ans, des grossesses après 40 ans, on peut les classer par certaines tranches d'âge, mais vraiment mettre ces mots-là, vraiment, je suis pas du tout pour. Alors c'est vrai que de plus en plus, les premières grossesses, elles arrivent après 35 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est important du coup que les femmes, en fait, elles connaissent leur physiologie. Surtout ça, c'est important parce qu'en fait, souvent, on est dans une société où on sait pas trop, on pense que le temps qu'on a, en fait, ce que je dis à mes patients souvent, c'est que le temps de vos ovaires n'est pas votre temps physique. Vous voyez, on a des temps, les ovaires ont un âge qui est peut-être différent de notre âge mental. C'est un peu ça, parce que du coup, les femmes, quand elles arrivent, elles ont 38 ans, 39 ans, on leur dit, bon, votre réserve ovarienne est très basse, etc. Elles sont dévastées comme si on leur disait qu'elles étaient déjà très âgées. Et là, j'essaie de leur dire, non, mais en fait, la vie fait que l'espérance de vie a augmenté. Avant, on mourait à 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes, elle va jusqu'à 80 ans en Europe, par exemple. Donc, les tranches d'âge, elles se sont allongées. On est enfant plus longtemps, on est adolescent plus longtemps, on est jeune femme plus longtemps, on fait des études longues, etc. On commence notre vie reproductive beaucoup plus tard qu'avant. Et du coup, c'est pas adapté avec l'âge de nos ovaires, qui, eux, n'ont pas changé, en fait. Eux, ils restent, voilà. Il faut connaître cette courbe-là qui fait une chute exponentielle. Et ça, toutes les femmes doivent le connaître. C'est là que des fois, on se rend compte que finalement, dans l'information, dans la sensibilisation, les femmes sont pas assez au courant qu'en fait, la fertilité, elle chute. On est avec notre stock d'ovocytes à la naissance. Dès la vie intra-utérine, dans le ventre de notre maman, on a nos ovaires, nos ovocytes, le stock. Et après, au cours de la vie, ça ne fait que chuter. Donc, ça chute lentement au début, puis après, à 35 ans, ça chute beaucoup plus, pour après arriver vers 40 ans où on est très, très bas. Et après, il y a des pathologies qui peuvent se surajouter, telles que l'endométriose ou des insuffisances ovariennes, et du coup, avoir des réserves ovariennes qui sont très, très basses après. Donc, c'est pas que c'est important, comme disait Dado, il n'y a pas de moment idéal, mais en fait, l'idée, c'est quand même de le faire dès qu'on peut, finalement, pour... même si le système n'est pas fait pour. En fait. On devrait, par exemple, ce que je disais la dernière fois avec Dado, c'est avoir à la fac des crèches. Enfin, ça devrait être un monde un peu plus adapté aux femmes, pas comme qu'on a aujourd'hui. Avoir des crèches à la fac pour que peut-être on ait des emplois du temps adaptés pour continuer les études, faire 3 heures par jour, après avoir son bébé l'après-midi et continuer les études. Enfin, ça sera un monde idéal, mais c'est pas le cas. Donc, on est obligé de jongler avec ça. Mais voilà, il faut savoir que la physiologie du corps, elle est comme ça et pour l'instant, on ne peut pas le repousser. Bon, après, il y a la préservation de fertilité qui existe, mais c'est pas du 100%. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà.
Donc là, moi, ce qu'il faut retenir finalement de ce que vous... Oui, vas-y, Dossi, vas-y. Docteur vient de dire, parce qu'elle a dit un truc pertinent, il faut avoir des crèches dans les facs, mais aussi dans nos lieux de travail. Peut-être de l'autre côté, en Afrique, c'est un problème criard. Des crèches là où nous travaillons, pour que les femmes, même si elles ont eu des congés de maternité de 3 mois, qu'elles puissent venir avec les enfants là où elles travaillent, pour pouvoir les allaiter quand il faut et tout. C'est très important, surtout dans notre contexte africain. Oui, il y a de l'accompagnement. Hein. Heureusement qu'on est de plus en plus sensible à ce type de sujet. Et comme disait Dado aussi, les hommes s'impliquent de plus en plus. Et heureusement, parce que ça permet du coup d'avoir d'autres perspectives. Quoi. Et donc, il y a un truc hyper intéressant. Vous avez partagé cette histoire de chute exponentielle. Donc, du coup, le point de bascule de ce que je retiens, c'est 35 ans, c'est ça? Là où tout se gâte. 36. Ça commence à bien chuter après 35 ans. L'idéal, c'est 25-35. C'est ça, Dado, n'est-ce pas? Oui, avant 35. L'idéal, c'est 25. Après, on fait comme on peut, hein. Oui. Et puis, il y a des femmes qui procréent jusqu'à plus de 40 ans et il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que de manière générale, il y a une vraie chute après 35 ans de la fertilité. De toute façon, on retient finalement que le moment idéal, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Mais il faut avoir en tête que nos ovaires n'ont pas notre âge mental. On n'a pas réussi à prolonger. C'est ça, c'est ce que j'aime bien leur dire parce que du coup, après, les patientes, sinon, les femmes se sentent entre guillemets vieilles alors qu'elles ont que 38 ans. On est jeunes encore à 38 ans, mais c'est vrai que les ovaires n'ont pas notre âge mental, physique, quoi. Et finalement, étant donné que l'âge de la première grossesse est de plus en plus tard, statistiquement, c'est quoi en moyenne l'âge de la première grossesse? Ça dépend des pays. En France, par exemple. En France, donc l'âge de la première grossesse est de plus en plus décalé. On est autour de 35 ans maintenant. Ouais. 30-35 ans. Alors qu'avant, c'était 20-25, 25-30. Et là, on est plus au-delà de 30 ans. D'accord. Et maintenant, pour tenir compte de ce facteur, de cette réalité-là, qu'est-ce que la science, les avancées technologiques mettent en place pour justement accompagner les femmes par rapport à ces challenges autour de la fertilité? Bon, on est à 35, on est sur la pente descendante. Et voilà, qu'est-ce qui est mis en place pour justement accompagner ce fait-là? Ce qui est très à la mode en ce moment, c'est la préservation de fertilité. La fameuse congélation des ovocytes. De façon plus triviale. En France, depuis 2 ans, depuis la dernière loi de bioéthique, c'est remboursé par la sécurité sociale et c'est ouvert à un plus grand nombre parce qu'avant, on avait le droit de préserver nos ovocytes que si on avait une pathologie indiquée qui avait une répercussion sur notre fertilité, qu'on pouvait congeler les ovocytes. Et depuis donc la dernière loi de bioéthique, on peut demander une préservation de fertilité sociétale. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas de projet de maternité de façon imminente, on a le droit de congeler nos ovocytes parce qu'on le veut. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Ça, j'insiste bien dessus parce que la France est un de ces pays où c'est remboursé pour des raisons sociétales à 100%. Alors, moi, je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est un message qui a eu 2 répercussions qui ne sont pas forcément les bons messages qui sont passés, le bon signal qui est passé par rapport à ça, parce que c'est très bien que les gens puissent avoir recours à ça, mais il ne faut pas non plus, comme disait Marly tout à l'heure, penser que parce qu'on a cette carte-là, c'est bon, le problème est réglé entre guillemets et qu'on peut prendre notre temps et attendre 60 ans parce qu'à ce moment-là qu'on a 30 ans dans notre tête pour pouvoir commencer à faire nos enfants. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ce n'est pas du 100%, c'est pas garanti. Déjà, on ne réussit pas à chaque fois à préserver des ovocytes chez certaines patientes. On a certaines patientes qu'on reçoit. Déjà, en France, en tout cas, c'est que jusque 37 ans, la préservation sociétale. Et il y en a certaines qu'on reçoit et qui, malheureusement, ont déjà une réserve assez basse à 36, 37 ans. Parce que, comme le disait Marly, ça commence à chuter à 30 ans, mais à 36, c'est de façon quand même assez plus raide. La pente est plus raide. Et donc, du coup, si on n'a qu'un seul ovocyte ou 2 ovocytes à la ponction, on n'ira pas en congeler plus. Et donc, ça, c'est un fait. Et des fois, c'est quand même assez choquant pour des gens qui viennent juste mettre des ovocytes de côté, de se rendre compte, du coup, de l'état de leur réserve ovarienne. Et surtout, même quand bien même on arrive à avoir le panel d'ovocytes qu'on veut avoir,
dans notre centre, nos objectifs, c'est 15 à 20 parce qu'on considère que pour avoir un embryon derrière, si on a des problèmes de santé, il faut au moins 5 ovocytes congelés, donc c'est pas du 100%. Et donc, pour pouvoir avoir au moins 3 transferts d'embryons derrière si on a des pathologies. Mais c'est vrai que le fait que les ovocytes soient plus jeunes, c'est-à-dire que si on a des soucis de procréation à 40 ans et qu'on ait congelé des ovocytes à 34-35 ans, le fait que les ovocytes soient plus jeunes, ça nous permet quand même d'avoir 40% de chances supplémentaires d'accéder à la grossesse via la PMA. Donc, c'est effectivement une très belle avancée qui nous permet effectivement de jongler avec cette vie professionnelle de plus en plus omniprésente et de plus en plus lourde sur les femmes. Mais ce n'est pas du 100%, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas quelque chose qui nous prémunit, en tout cas, de l'avancée de l'âge. Donc, c'est important de se dire que c'est un backup, mais ça ne fait pas tout. Donc, encore une fois, plus tôt on peut les faire, nos enfants, mieux c'est. Après, c'est vrai que pardon, excuse-moi. Tu parlais de... Oui, justement, c'est par rapport à ça. Tu parlais d'âge de nos ovaires. Du coup, est-ce que c'est le même âge qu'à l'utérus? Par rapport à ce que Dado disait, bon, on peut conserver les ovocytes, mais après, il faut porter la grossesse aussi. Donc, du coup, est-ce que tu veux... Oui. Alors, du coup, par rapport à l'utérus, du coup, finalement, c'est un muscle. Donc, c'est le berceau de la grossesse. Donc, lui, il est là pour se distendre et se détendre en fonction des hormones, etc. Donc, au final, on peut avoir un utérus plus âgé et porter une grossesse. Par exemple, là, dans certains pays, ils font des grossesses très tardives, donc avec un don d'ovocytes dans un utérus de patiente ménopausée. Là, il y avait eu des greffes d'utérus d'une patiente de 60 ans. On avait greffé l'utérus de sa maman en elle et elle a pu porter la grossesse. Donc, le muscle, l'utérus, lui, s'il va bien, qu'il n'a pas de problème particulier d'endométriose, d'adénomose ou autre, pour porter une grossesse. Après, c'est plus les risques liés à porter une grossesse après un âge particulier ou aussi sinon l'âge des ovocytes. Mais surtout, voilà, la préservation de fertilité, c'est aussi, comme on l'a dit Dado, donc c'est plutôt aussi pour des femmes qui, par exemple, n'ont pas trouvé encore de partenaire, finalement. N'ont pas encore trouvé de partenaire et se disent, bon, bah, voilà, j'ai tel âge, j'ai pas encore trouvé de partenaire, je sais pas, donc je congèle et si dans quelques années, j'ai toujours pas trouvé, au moins, j'aurai des embryons, des ovocytes qui auront 32 ans, l'âge où j'ai fait ma fonction, et ça me donnera une chance de plus si jamais j'en ai besoin. Mais voilà, comme elle disait, Dado, on ne l'utilise pas forcément. Le taux de réutilisation, pour l'instant, il est assez faible. Et puis, le mieux, c'est si on a trouvé quelqu'un et on a la chance, à ce moment-là, on y va. Et pendant combien de temps on peut conserver? En France, on a le droit aussi, depuis justement cette dernière loi de bioéthique, de faire des enfants toutes seules avec un don de spermatozoïdes aussi. Oui. Donc, pour celles qui n'ont pas trouvé, maintenant, il y a cette possibilité d'avoir une grossesse toute seule. Et pendant combien de temps on peut conserver, du coup? Il n'y a pas de... Pendant 100 ans, mais en France, on peut les réutiliser que jusqu'à 45 ans. C'est les risques de porter la grossesse aussi derrière. Parce que ce n'est pas tout d'avoir l'ovocyte qui est fonctionnel, mais derrière, il faut pouvoir passer du stade microscopique d'embryon à un bébé de 3 à 5 kilos. Et ça, c'est une autre affaire. Et aussi, ce qui est important que les femmes sachent, parce que des fois, on a des patientes qui arrivent et après, elles tombent des nues, c'est que la PMA, en tout cas en France, est prise en charge jusqu'à 43 ans. Après 43 ans, il n'y a plus de prise en charge. Donc ça, il faut le savoir. Si on a déjà eu des embryons ou des ovocytes congelés, on peut les utiliser jusqu'à 45 ans. On ne refera pas de culture. Donc la loi, elle est assez stricte. Malheureusement, on ne peut rien y faire parce qu'en plus, chaque femme est différente. Peut-être que pour une, ça fonctionnerait ou pas. Mais voilà, ça, il faut savoir parce que des fois, ça reste... C'est vrai qu'on a des fois des patients qui arrivent à 42 ans et 11 mois ou 43 ans et 1 mois. Et c'est hyper difficile et violent de leur annoncer qu'on ne va pas les prendre en charge parce que l'âge en France n'est plus autorisé. Donc ça, c'est important que peut-être qu'ils vivent en France, en tout cas, le sachent. Ok. Idocile, est-ce que tu as connaissance de centres de conservation de congélation d'ovocytes en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs? C'est vrai, je ne sais pas. Je ne connais pas de centre qui congèle les ovocytes. En Afrique. D'accord. Après, c'est vrai qu'en fonction... On ne t'entend pas, Dado. On ne t'entend pas, Dado. Oh, désolée. En Côte d'Ivoire, il y en a. Il y a le centre Procréa
où je pense qu'ils font de la fécondation in vitro et ils font également du don d'ovocytes et de la congélation d'ovocytes. Mais après, je ne sais pas si c'est pour les raisons sociétales ou aussi pour les raisons médicales. Ça, je ne connais pas la loi exactement sur ce pan-là, mais je sais qu'ils font de la congélation d'ovocytes. Et au Sénégal également. Au Sénégal, je sais qu'il y a des professionnels qui font de la congélation d'ovocytes. Après, voilà, ce n'est pas des centres de PMA proprement dit comme on les a en France, mais il y a des endroits dans le privé où on peut demander à congeler ses ovocytes. Je sais, en tout cas, pour ces 2 pays, au Cameroun, je ne sais pas malheureusement. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des sociétés, de tout ce qu'on peut avoir comme influence, les traditions, voilà, les usages, les coutumes, etc. Donc, les sociétés n'ont pas le même stade par rapport à ces sujets-là. Donc, en fonction des sociétés plus conservatrices que d'autres, on aura des sujets beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accessibles aussi sur ce type de sujet. Hyper sensible quand même, hein, on le rappelle, il s'agit de donner la vie. Donc, on peut comprendre que voilà, d'une société à l'autre, on soit attaché à tel type de pratique plutôt que d'autres. Hein. Après, l'idée, c'est de savoir aussi ce qui existe comme palette de solutions, étant donné qu'aucune société n'y échappe de plus en plus. Les femmes, avec toutes les casquettes dont tu parlais, hein, Dado, on a voulu avoir plein de casquettes, c'est super, mais ça vient aussi avec énormément de contraintes, énormément de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qu'il faut gérer. Et du coup, c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui existe comme dispositif si on se retrouve dans ce type de situation et qu'on a un désir de maternité. Voilà, savoir ce qui existe comme dispositif, savoir quelles sont les limites d'âge en France. Voilà, on a la limite de 43 ans pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale. On peut conserver ses ovocytes. C'est autant de sujets quand même sur lesquels il faut s'informer au cas où. Il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires quels sont les risques d'avoir une grossesse avec 10 ans d'écart. Y a-t-il des risques pour une seconde grossesse après 10 ans? La question s'est affichée là dans le chat. Je ne sais pas si l'une d'entre vous répond à ça. Donc, vraiment un écart très grand entre 2 grossesses. C'est pas, si je peux répondre, c'est pas tant l'écart entre les 2 grossesses qui va être dangereux, c'est plutôt l'âge de la dernière grossesse. Est-ce que c'est une grossesse, voilà, après 40 ans? Par exemple, on sait que les grossesses après 40 ans, on a plus de risques d'hypertension de la grossesse, de prééclampsie, de diabète gestationnel, de choses de ce type-là, de complications de la grossesse. Après, si par exemple, la grossesse est à 20 ans et l'autre à 30 ans, pas de problème particulier. C'est pas tant l'écart, plutôt l'âge à laquelle va arriver la deuxième grossesse. D'accord, ok. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé contraception. Je vois dans les... Alors, attends, il y a une question là, dans le chat. Qu'en est-il du cas des femmes en Afrique alors que l'expérience de vie est moins élevée qu'en Europe? Est-ce qu'il y a un sujet par rapport à l'expérience de vie Europe versus Afrique, de ce type de sujet autour de la procréation? Si tu veux préciser, chérie. Oui, c'était ma question à Marly. Quand elle a parlé d'espérance de vie en Europe qui est plus élevée, il y a plus de jeunes sont plus jeunes longtemps et tout ça. Vu que c'est pas la même réalité en Afrique, comment est-ce qu'on conjugue avec ça? Pour celles qui veulent, c'était vraiment par rapport aux tranches d'âge limite de procréation. Quand on parle des jeunes qui sont encore en études et tout ça, oui. En fait, je parlais de manière générale, j'ai parlé pour l'Europe, par exemple, l'espérance de vie, elle est vers 80 ans. En Afrique, elle est un peu moins importante, mais quand même, de manière générale, sur le plan mondial, l'espérance de vie d'aujourd'hui, en 2025, elle est beaucoup plus importante que dans les années 20, par exemple. C'était plus pour dire ça. Qu'avant, l'espérance de vie d'une femme, c'était 40, 50 ans, et maintenant, c'est un peu plus tard, mais c'était plus pour donner cette différence-là, en fait. Parce que même en Afrique, du coup, même si l'espérance de vie est un peu plus faible, peut-être qu'en Europe, de quelques années, c'est pareil. Les femmes, elles font des études, elles font des enfants un petit peu plus tard chez celles qui vont faire des études, par exemple. Donc, on est sur le même modèle, finalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, peut-être que ce n'était pas clair ce que j'ai dit au début. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé... super. On n'a pas beaucoup parlé contraception, parce que finalement, on a les pathologies, on a la fertilité, on a fait les enfants et tout, mais après, il y a ce côté, bon, je choisis d'avoir 1, 2, 3, voire 5 enfants, ou je choisis d'en avoir qu'un. Comment on gère finalement ces éléments de contraception? Comment l'intégrer finalement dans sa vie de femme aux différents stades pour gérer au mieux ces sujets de fertilité? Est-ce que vous avez des recommandations,
Oui, Alors, moi, ma réponse sera que c'est très, très spécifique. En fait, c'est très femme dépendante. Fort heureusement, on a un large panel de contraceptifs auxquels on peut avoir accès de nos jours, que ce soit les pilules, des contraceptions hormonales, non hormonales, mais sous différentes galéniques aussi. Il y a les stérilés, il y a les implants, il y a les patchs, il y a les anneaux, il y a beaucoup de choses qui se font. Et en fonction du stade auquel on est et en fonction de notre désir, notre planification familiale, quoi. C'est-à-dire que si c'est une contraception qu'on veut pour 3 mois parce que dans 6 mois, on veut tomber enceinte, si c'est une contraception qu'on veut dans 5 ans parce qu'on a fini nos enfants, c'est totalement différent. Donc là, je pense que c'est très important de pas justement, comme on entend des fois sur des réseaux, diaboliser certains au profit de d'autres, alors que certains correspondent et sont très bien pour certains moments de la vie et moins pour d'autres. Donc, je pense que c'est très important de faire du cas par cas et de surtout se référer à son gynécologue pour ça, parce qu'on prend en compte les antécédents personnels, les antécédents familiaux, on prend en compte le moment auquel on est à ce moment-là et encore une fois notre projet familial, notre planification familiale pour pouvoir décider en commun accord avec son gynécologue de quelle contraception est la mieux à ce moment-là. Et je pense que c'est très dangereux d'avoir des messages en disant bon, ok, cette contraception est bien et celle-là n'est pas bien, comme si tout le monde devait aller vers la même, alors que ça dépend encore une fois de beaucoup de facteurs. Complètement d'accord avec toi, Dado. Surtout il y a énormément de pilules, par exemple, différentes avec des dosages différents et on est énormément de femmes différentes avec des récepteurs et des anatomies différentes. Donc, ce qui va convenir à l'autre, à sa sœur ou à sa grande tante, ne va pas convenir forcément à l'une. Et c'est hyper important, par exemple, pour celles aussi qui ont des pathologies gynéco, comme l'endométriose, etc., qui ont besoin d'une contraception, mais peut-être aussi d'une pilule à visée thérapeutique. C'est plus une pilule pour un traitement plutôt que la pilule juste pour la contraception. Et donc ça, c'est important de discuter avec son gynéco pour pas avoir des grosses idées reçues. Non, parce que c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup de patientes qui sont contre les hormones. Et en fait, c'est pas forcément justifié. Si on n'en a pas besoin, ok, mais ça peut être très très bénéfique. Il y en a pour qui ça leur change la vie. Des patients qui ont des douleurs incroyables à cause de l'endométriose, à qui on trouve la bonne pilule, et leur vie elle change. Elles sont waouh. Donc il faut vraiment, vraiment pouvoir discuter de ça et pas diaboliser parce que chaque femme est différente. Moi, j'ai une interrogation par rapport aux tranches d'âge. Est-ce que dans tout ce qui existe comme palette de méthodes de contraception, il y en a qui sont plus adaptées selon la tranche d'âge? Par exemple, une jeune fille qui n'a pas encore eu d'enfant, qui est étudiante, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur elle a pris la pilule, voilà, elle n'a pas encore eu d'enfant, peut-être que quand elle voudra en avoir et quand elle va arrêter sa contraception, ça va être compliqué. Bon, je pense que ça vient beaucoup d'une méconnaissance de tout ce qui tourne autour de la contraception. Donc, de vos expériences respectives, est-ce qu'il y a des contraceptions adaptées en fonction de la tranche d'âge ou de la maturité des jeunes femmes? Jessica? Oui, vas-y, Docile. Je voudrais rebondir par rapport à ce que Dr. Mali a dit tout à l'heure. Effectivement, la contraception, c'est personne dépendant et c'est aussi en fonction des antécédents. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait pris une contraception qui lui a fait des saignements. Elle saignait plusieurs fois pendant un mois, pendant des mois, elle saignait plusieurs fois, mais elle a négligé, disant, bon, ce sont des micro-saignements et tout. Mais elle est arrivée à une anémie sévère sous contraceptif. On demande les antécédents qu'elle dit, voilà, elle est sous contraceptif depuis tel nombre d'années. Et voilà, on a compris que c'est à cause de ça qu'elle saignait. Et c'est ça qui a provoqué l'anémie. On a dû lui transfuser 2 poches de sang. Oui, quand même. Et puis, elle disait au quartier, elle conseillait à des femmes de prendre cette contraception parce que déjà, ça lui permettait de ne pas avoir de grossesse. Parce que ça lui permettait de ne pas avoir de grossesse. Pour elle, c'était bon. Du coup, ses amis allaient à l'hôpital et tout. Heureusement, le personnel soignant est attentif. Du coup, quand tu viens, tu ne dis pas je veux telle contraception et puis on te donne non. On essaie de voir si le contraceptif correspond à toi, quoi. Cette personne pendant. Donc, et justement, de ton expérience de médecin au Cameroun, comment on adresse ce type de sujet autour de la contraception? Parce qu'on a quand même des sociétés, voilà, avec un bagage culturel
voilà, spécifiques de part et d'autre. Comment est perçu ce type de sujet autour de la contraception? Déjà, il y a un grand panel de femmes pour qui la contraception, pour elles, c'est proscrit. Elles ne peuvent pas prendre de moyens contraceptifs. Genre, les maris même sont dedans. Ma femme ne doit pas prendre de contraceptif. Il y a des couples où si le mari sait que tu prends un contraceptif, ce sont les problèmes. Il est capable de te battre, il est capable de te faire beaucoup de problèmes. Donc, du coup, les problèmes que certains contraceptifs ont eu à amener, beaucoup sont réticents sur la contraception déjà. Beaucoup sont réticents. Ça fait qu'il y a des grossesses non désirées, il y a des avortements, il y a ci. Mais quand tu essaies de faire un counseling, beaucoup ne sont pas réceptifs. Mais il y a cette gamme de personnes-là qui sont encore réceptifs. Du coup, quand ils viennent à l'hôpital, les personnels soignants prennent la peine de leur expliquer ce que c'est. Et puis, en fonction des antécédents, comme les docteurs l'ont dit, on adapte le contraceptif en fonction de l'organisme de tout un chacun. Mais il y a encore beaucoup comment on dit, de refus du contraceptif dans notre contexte. Et ça fait le lien avec les violences aussi que tu as évoqué tout à l'heure. Hein. Finalement, c'est des sujets hyper imbriqués et beaucoup de méconnaissances aussi, je pense, sur ce type de sujet. Donc, je reviens à ma question de la tranche d'âge. Une jeune fille de 17 ans, une femme de 20 ans, une femme de 30 ans, etc. Est-ce que... Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que Jessica, je ne pense pas qu'il faille donner justement de contraceptifs par âge. Il faut vraiment que ce soit adapté à la personne, à son désir, Après, bien sûr qu'il y en a qu'on statistiquement, voilà, il y a peut-être plus de stérilés chez des patientes après leur grossesse. Et encore une fois, ça peut aller chez une nullipare aussi, quelqu'un qui n'a jamais de grossesse, le stérilet. Donc, je pense encore une fois que c'est très important de consulter et qu'avec son gynécologue, on prenne en compte effectivement l'âge, mais tous les aspects qu'il y a autour. Est-ce que cette jeune fille, elle est en couple? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des rapports? Est-ce que, comme disait Marly, elle a des règles douloureuses ou pas? Est-ce qu'elle a des règles abondantes ou pas? Est-ce qu'elle a des antécédents personnels de phlébite ou pas? Et donc, en fonction de ça, il faudra choisir ensemble, encore une fois. L'âge, c'est juste un élément parmi tant d'autres. Donc, donner, je pense, des contraceptions par âge, c'est encore une fois faire des idées reçues. Et donc, les patientes arrivent avec des stéréotypes qui font que déjà d'entrée de jeu, parce qu'au quartier, j'ai eu un tel qui a eu un tel souci avec ça, parce qu'elle avait tel âge, on m'a dit c'est pas bon de prendre ça à tel âge. Et donc, du coup, elles ont des blocages par rapport à ça, alors qu'au final, peut-être que c'est ce qui lui irait à elle, parce que son histoire personnelle, parce que son histoire médicale est différente de cette personne-là. Donc, on a la chance, encore une fois, de nos jours, de pouvoir, entre guillemets, pas tomber enceinte à chaque fois qu'on a un rapport. Et il faut le voir comme une chance, parce qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus compliqué pour nos grands-mères ou pour, tu vois, de choisir le moment où elles veulent leur grossesse. Et donc, il faut le voir comme une chance d'avoir ces différents types de contraceptifs possibles et en fonction, au cas par cas, prendre celui qui nous va le mieux et pas en diaboliser certains sous prétexte que chez certaines personnes, ça a eu des effets secondaires. Très bien. On va prendre quelques questions là parce que ça arrive là. Alors, il y a Leslie qui dit, qu'est-ce qu'une hystérectomie totale? Lorsqu'un tel diagnostic est posé pour cause d'utérus myomateux, quelle est l'urgence de l'intervention chirurgicale et qu'est-ce qu'on encourt comme risque si on ne le fait pas? Je peux peut-être répondre à la question si vous voulez. Donc, l'hystérectomie totale, c'est l'ablation complète de l'utérus. Après, on peut choisir ou pas d'enlever les ovaires et les trompes. En général, maintenant, quand on fait une hystérectomie totale, on enlève tout l'utérus et les trompes et on laisse les ovaires à l'intérieur parce que les ovaires permettent d'avoir l'apport d'hormones si on n'est pas ménopausé. On le fait quand effectivement on a fait plusieurs lignes de traitement, par exemple pour des fibromes où il y a des saignements récidivants ou alors des douleurs pelviennes qui ne passent pas ou qui sont très volumineux et qui sont très gênants. Et l'urgence, ça dépend des symptômes qu'on a.
Si on a des saignements très hémorragiques, comme disait Idocile, et qui vont en résulter une hospitalisation avec des transfusions, effectivement, on va un petit peu accélérer cette chirurgie, mais dans des bonnes conditions. Il faut que la patiente, elle ait justement bien récupéré quand même et qu'on puisse se retrouver dans les bonnes conditions. Mais on ne tardera pas trop, on les fera dans les deux prochains mois, par exemple. Ça dépend. En général, si c'est des fibromes, c'est plutôt bénin. Donc, sur ce versant-là, on n'a pas d'urgence vitale, cancéreuse, on va dire, de ce type-là. Après, des fois, il y a des petites particularités. Si c'est un fibrome unique tout seul, qui est très gros, qui est arrivé d'un coup, on ira peut-être un peu plus vite parce qu'on se dira peut-être qu'il y a quelque chose dessus à aller quand même vérifier. Donc voilà. Les risques qu'on encourt si on ne le fait pas, ça dépend de la pathologie. Si par exemple c'est des fibromes qui font saigner et que tous les traitements qu'on a essayés avant, que ce soit une contraception ou on a essayé de gratter le fibrome par exemple par une stéroscopie ou des choses de ce type-là, et que ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, oui, c'est dangereux si la dame continue de saigner. Si on opère parce que c'est pour des douleurs, dans ce cas-là, les douleurs vont persister. Donc c'est plus par rapport aux symptômes que ces fibromes vont engendrer qu'on va déterminer le degré d'urgence. D'accord, ok, super. Tu as parlé tout à l'heure du fait de faire l'ablation de l'utérus et de laisser les ovaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle est la différence? Est-ce qu'on peut tout enlever? Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait de laisser les ovaires et d'enlever l'utérus? Alors, par exemple, une femme jeune, par exemple, qui a plus de désir de grossesse, qui a, on va dire, je sais pas moi, 40 ans, et qui a des fibromes pour laquelle on a essayé plein de lignes de traitement, on a essayé des traitements médicamenteux, on a essayé de retirer les fibromes gênants et ça n'a pas fonctionné, c'est toujours très, très gênant. Dans ce cas-là, cette femme-là, on va lui proposer effectivement une hystérectomie totale. On va lui retirer l'utérus, qui est un muscle, et les trompes, parce qu'on n'en a pas besoin, et qu'on sait qu'il y a certains cancers qui commencent par les trompes, vu que là, il n'y a plus besoin, il y aura plus de possibilité de grossesse, on les retire. Par contre, on va laisser les ovaires, parce que les ovaires, elle en a besoin pour ses hormones, parce qu'elle n'est pas encore ménopausée. Les ovaires, ils sont aussi reliés à l'intérieur de la cavité abdominale par d'autres ligaments. Ils ne vont pas flotter tout seuls, donc ils vont rester là. Et ce qui va lui permettre d'avoir la ménopause à l'âge où elle est censée avoir sa ménopause, si c'est 50 ans, 55 ans. Parce que si on lui enlève les ovaires très tôt, elle va être ménopausée très tôt. Donc à 40 ans, elle sera considérée ménopausée. Et du coup, elle va avoir tous les facteurs de risque qui vont s'en suivre avec la ménopause. Les problèmes d'ostéoporose, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de peau, de sécheresse, etc. Donc du coup, on lui laisse ses ovaires parce qu'elle en a besoin. Mais si par contre, on va faire cette chirurgie chez une patiente qui a 52 ans, par exemple, qui est soit en cours de ménopause ou déjà ménopausée, là, peut-être qu'on décidera d'enlever les ovaires parce qu'on se dit, et encore, c'est pas sûr parce que maintenant, il y a des études qui montrent que même après la ménopause, il y a une petite sécrétion d'hormones. Peut-être que, voilà, on les enlèvera parce qu'on se dit, oui, voilà, elle est presque ménopausée ou elle est déjà ménopausée. Les ovaires vont plus être quelque chose où il y a un risque qu'il se passe quelque chose plutôt que de la prévention. D'accord, ok, super. Il y a une autre question sur les ovaires polykystiques. Quelles sont les difficultés de conception, peut-être d'ado, quand on a des ovaires? Déjà, c'est quoi des ovaires polykystiques? Quelles sont les difficultés de conception qui peuvent être associées à ça? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome. Donc, c'est quelque chose de très fréquent, effectivement, qui allie différents symptômes, à savoir le fait qu'on n'ait pas souvent ses règles de façon régulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas ses règles tous les mois parce qu'on n'a pas d'ovulation tous les mois. On peut avoir une hyperandrogénie biologique et physique, et donc c'est-à-dire qu'on a des hormones qui sont des hormones habituellement masculines, qu'on a en grand nombre, et que donc du coup ça peut engendrer un hirsutisme ou de l'acné plus prononcé. Donc c'est un syndrome qui allie un peu tous ces symptômes, et quand on a quelques-uns des symptômes, et aussi du coup à l'échographie, plusieurs follicules, et donc plus que la moyenne, c'est-à-dire que souvent on a plus de 20 follicules dans chaque ovaire, dans un syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, si on a plusieurs symptômes parmi ces différents symptômes, on peut considérer que cette patiente a un syndrome des ovaires polykystiques. C'est souvent imbriqué aussi avec un syndrome métabolique, donc une insulinorésistance.
Et c'est vrai que la difficulté, donc pour revenir à la question, la difficulté de conception pour les personnes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, elle se fait surtout au niveau de l'ovulation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ovulent pas tous les mois, parce qu'elles n'ont pas les règles tous les mois. C'est parce qu'elles n'ont pas une ovulation. Donc, c'est le fait que le follicule dans l'ovaire grossisse jusqu'à atteindre une certaine taille pour que l'ovocyte à l'intérieur soit mature au moment de l'ovulation. Et donc, c'est un ovocyte mature seulement qui peut donner une grossesse derrière. Et donc, c'est de là que viennent les difficultés de procréation chez ces patientes-là. Après, comme disait Dado, si je peux rajouter, le syndrome des ovaires polykystiques, comme disait, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, il y a des femmes qui vont avoir tous les symptômes là, il y en a qui vont en avoir juste un, il y en a qui vont en avoir deux, il y en a qui vont avoir des difficultés, il y en a qui vont pas du tout avoir de difficultés. Donc, c'est très disparate. En fait, on peut avoir un syndrome des ovaires polykystiques, mais pas du tout avoir les mêmes symptômes que l'autre qui a le syndrome des ovaires polykystiques. Il y en a qui n'ont aucun problème de conception, et il y en a qui vont avoir des problèmes de conception. Ça dépend. Super. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a un traitement pour l'endométriose? Avant de prendre peut-être la question qui s'affiche, j'ai plus haut dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, voilà, est-ce qu'il y a un traitement spécifique pour l'endométriose? Alors malheureusement, il n'y a pas de traitement qui guérit de l'endométriose. C'est des traitements symptomatiques, c'est des traitements qui aident à mieux vivre avec l'endométriose. Mais l'endométriose est encore malheureusement une pathologie chronique. C'est-à-dire qu'on vit avec l'endométriose et on a des traitements qui nous permettent d'être moins douloureuses, de régler les problèmes de fertilité, les soucis au niveau des rapports sexuels, etc. Donc, c'est des traitements qui traitent les symptômes ou les traitements chirurgicaux qui permettent d'enlever les endométriomes. C'est des traitements qui traitent des symptômes, mais on n'a pas encore à ce jour, malheureusement, un médicament qui guérit de l'endométriose. Et en termes de durée de diagnostic, parce que j'ai entendu beaucoup j'avais lu des études aussi sur le sujet, il y a pas mal de travaux aussi d'aide au diagnostic qui justement pointaient un peu l'errance médicale dans laquelle beaucoup de patientes sont. Donc aujourd'hui, en 2025, quelle est la durée minimale entre j'ai des règles douloureuses et on me pose un éventuel diagnostic d'endométriose? Ça fait beaucoup. Vas-y, Dado. Vas-y. Oui. J'allais dire, heureusement, ça a baissé. C'est vrai que c'était 7 ans, il y a encore pas très longtemps. Il y a des études qui montraient qu'il fallait 7 ans entre le moment où on consultait pour des règles douloureuses et le moment où on était diagnostiqué. Il y a beaucoup d'erreurs médicales parce que beaucoup de gens considéraient encore que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Mais au vu, en tout cas, des échographistes maintenant qui sont de mieux en mieux formés, du fait qu'on en parle de plus en plus, de l'IRM qui est encore plus disponible, le diagnostic maintenant est plus rapide et surtout bientôt sur le marché, on va avoir les tests salivaires qui sont encore pour l'instant en cours d'étude, mais qui ne sont pas encore validés pour pouvoir arriver plus tôt au diagnostic. Donc, bon, c'est encore un peu long, mais encore une fois, ça dépend d'où on est. C'est-à-dire quand on est en Île-de-France, bon, l'accès à l'IRM est très rapide. On l'a assez facilement, ou l'accès à un échographiste référent d'endométriose qui sait rechercher cette pathologie est très facile, donc on arrive assez facilement au diagnostic. Quand on est, je ne sais pas, désolée pour les gens du Massif central, mais à Clermont, ou peut-être dans des régions où c'est plus compliqué, et ça prend plus de temps. Tu voulais ajouter quelque chose, Marly? Ou on a fait le tour? Non, c'est parfait, merci Dado. Heureusement que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, les gens prennent la parole, c'est un peu plus visible, donc forcément, il y a pas mal d'études. L'intelligence artificielle aussi, il y a beaucoup d'aide au diagnostic qui se développent via des applications, ce genre de sujet. Donc voilà, on a bon espoir que les femmes, justement, qui sont sujettes à ce type de pathologie, seront mieux prises en charge. Donc, on va prendre la prochaine question, toujours par rapport aux ovaires polykystiques. Alors, ce syndrome peut-il apparaître à un moment précis de la vie? Comment comprendre une irrégularité de règles à 38 ans, caractérisée par des cycles longs, des cycles courts et parfois des mois sans règles? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quand même quelque chose qu'on a en soi, on est prédisposé à. Après, c'est vrai que, par exemple, on peut avoir des symptômes du SOPK, par exemple, la prise de poids, enfin, le fait d'avoir un syndrome métabolique où on a du surpoids ou de l'acné, etc. Et, par exemple, avoir des cycles normaux toute sa vie. Mais on sait que la prise de poids est un cercle vicieux parce qu'on prend du poids, donc on a plus d'hormones masculines et donc, du coup, ça peut allonger les cycles. Donc ça peut effectivement se déclarer, par exemple, chez des patientes qui n'avaient pas de problème de cycle,
après 1 ou 2 grossesses, elles ont pris peut-être du poids et du coup, ça joue aussi sur ça. Mais si on voit apparaître à partir de 38 ans des cycles irréguliers, c'est le syndrome des ovaires polycystiques, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir éliminé tous les autres diagnostics avant de dire que c'est ça. Donc, il faut faire un bilan, il faut aller voir son gynécologue et voir quelles peuvent être les autres causes de ces anomalies du cycle avant de dire que c'est un syndrome des ovaires polycystiques. Ça sera vraiment le dernier diagnostic évoqué. D'accord. On va prendre une dernière question, Idocile, avec toi. Quelqu'un dit, et que dites-vous des femmes qui accouchent à 55 ans? On a parlé justement ça s'affiche à l'écran, on a parlé de cet âge idéal, de la chute exponentielle des ovocytes, etc. Donc, par rapport à l'âge gestationnel, 55 ans. Les femmes qui accouchent à 55 ans, on l'a déjà dit, à partir de 35 ans, il y a une chute des ovocytes et tout. Mais maintenant, lorsqu'une femme arrive à accoucher à 55 ans, il y a beaucoup de facteurs de risque. Comme on a dit, l'hypertension artérielle, les risques de prééclampsie, il y a les risques de diabète gestationnel. Donc, il y a beaucoup de risques d'accoucher à un âge aussi avancé, 55 ans. Mais bon, si la grossesse est déjà là, et si la femme se fait bien suivre par son gynécologue, on arrivera à gérer. D'accord, ok. Ben, du coup, ça va être quelqu'un beaucoup plus suivi qu'une jeune femme de 25 ans, par exemple, quoi. Donc, cette histoire d'âge, quand même, malgré le fait que la vie nous amène à dresser des challenges différents, il faut quand même garder dans un coin de sa tête ces sujets-là. Alors, oui. Par rapport au syndrome des ovaires polykystiques, lorsque le diagnostic, je parle sur le couvert des gynécologues, lorsque le diagnostic est posé et que c'est confirmé qu'il y a un syndrome des ovaires polykystiques, vu qu'il y a des troubles hormonaux, surtout l'insuline, je crois, docteur Dado a dit qu'il y a une insulino-résistance. Je crois que ces femmes sont à risque aussi de faire un diabète de type 2. C'est ça? Du coup, il faut un suivi bien approprié pour ces femmes-là. Risque de faire un diabète de type 2, risque de maladie cardiovasculaire, risque de dépression, d'anxiété et tout ça. Totalement. Donc, de risque. Donc, effectivement, c'est important, du coup, qu'elles aient une hygiène de vie qui soit plus rigoureuse, avec une alimentation équilibrée, avec une activité physique. Et effectivement, comme tu dis, Idocile, elles sont plus à risque de faire un diabète de type 2 quand il y a cette insulino-résistance. Mais elles ne l'ont pas toutes, comme dit Marly. Voilà, c'est un syndrome assez vaste. Et donc, effectivement, il y a certaines qui ont le syndrome métabolique qui est associé et d'autres qui ne l'ont pas. Mais celles qui l'ont, il faut être plus vigilant, je pense. D'accord. On va prendre une dernière question. Oui, vas-y. On peut dire qu'en première partie de vie, le SOPK, les problématiques, ça va plus être soit l'infertilité, soit l'acné prononcée ou la pilosité hyper répandue qu'on appelle l'hirsutisme. Et en deuxième partie de vie, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, moi, par exemple, les patients, je leur dis, quand vous avez un SOPK, c'est un signal. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez l'hygiène de vie, au final, qu'en fait, tout le monde devrait avoir, hein, c'est-à-dire, parce que là, on mange des choses qui sont très transformées, très riches en glucides. Donc, il faut avoir une alimentation pauvre en glucides, une bonne hygiène de vie, comme celle que tout le monde devrait avoir, en fait, finalement, dès le plus jeune âge, pour ne pas avoir ce diabète, ces hypertensions, ces facteurs de risque cardiovasculaire après 40 ans. Même avant. Donc, on va prendre Jessica, une dernière... Oui, si on peut prendre les 2 dernières questions. Donc, celle-ci est une dernière qui vient d'arriver. Oui, alors, des fibromes autour des ovaires. Je connais quelqu'un chez qui on en a retrouvé, donc des fibromes autour des ovaires, mais le gynécologue a dit que c'était à surveiller, mais pas sans risque. Alors, c'est quoi la question? Enfin, plutôt l'avis de mesdames sur ce... Je pense que c'est compliqué de faire des commentaires. Est-ce qu'il y a ou peut-être est-ce qu'il y a comment dire ça? Le fait que les fibromes sont autour des ovaires. Est-ce que ça en fait, il y a plusieurs positions des fibromes. On peut avoir des fibromes qui sont dans le muscle de l'utérus. Il y en a qui peuvent être à l'extérieur, mais connectés à l'utérus. Et il y en a qui peuvent être effectivement dans le ligament large à côté des ovaires. Il y a même des fibromes de l'ovaire.
Donc ça, après, c'est dépendant de chaque personne. Il faut se faire suivre par son gynéco, faire des examens complémentaires et surveiller. Si après, on trouve que c'est vraiment juste un fibrome et qu'il n'y a pas de choses malignes, on fait une surveillance. Mais ça, c'est vraiment une question à avoir avec son gynéco et ses examens pour pouvoir bien savoir. Mais il y a des fibromes on peut trouver des fibromes un peu partout. Donc, il n'y a pas des positions de ces fibromes qui sont un peu plus graves, peut-être que d'autres, ou qui nécessitent un suivi plus renforcé? Ça dépend de la position ou des symptômes que ça va créer. Si c'est un fibrome qui est très gênant ou qui fait des saignements très hémorragiques, dans ce cas-là, oui. Si c'est un fibrome effectivement autour de l'ovaire, un peu atypique, on va le surveiller de près. Ça dépend de chaque cas de figure. Ouais. Mais il n'y a pas de classification par rapport à la position. Moi, je pourrais juste rajouter que ceux qui sont à l'intérieur de la cavité, en fertilité, souvent, même s'ils ne sont pas très symptomatiques, souvent quand il y a une infertilité, bon, en tout cas, du coup, l'infertilité est le symptôme, on a tendance à cela les enlever à l'intérieur de la cavité utérine. Mais c'est vrai, comme dit Marly, après, ça dépend des symptômes. C'est très, très rare que ça puisse être malin. Donc, la plupart du temps, c'est s'il y a un symptôme derrière, qu'on l'enlève. Mais s'il n'est pas symptomatique, on le laisse tranquille. Bah, décidément, la question sur les fibromes. Alors, on a une deux questions. On prend d'abord la question avant et puis on revient sur les fibromes. Hein? Non, on reste sur les fibromes, s'il te plaît, si c'est possible. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui cause la formation des fibromes? Peuvent-ils être à l'origine de fausses couches ou de problèmes de conception? Mesdames. Oui, je pense qu'on a répondu à cette question tout à l'heure. C'est que oui, à l'origine de problèmes de conception, oui, quand ils sont à l'intérieur de la cavité. Il y a une classification qu'on appelle la classification FIGO entre si elles sont à l'intérieur ou si elles sont dans le muscle, mais que ça a une répercussion quand même sur la cavité, ou si elles sont juste le long de la muqueuse. Donc, celles qui sont à l'intérieur de la cavité peuvent avoir une répercussion sur la conception. Et pour les fausses couches, bon, je pense que ça dépend du volume. Effectivement, si elle prend toute la place de la cavité, on peut penser que ça peut être problématique pour une grossesse si le fibrome fait 10 cm, parce qu'il y a des fibromes qui peuvent aller effectivement à des tailles très grosses. Mais, comme le disait Marly tout à l'heure, il y a plein de femmes chez qui on découvre les fibromes pendant la grossesse et qu'il n'y a aucune répercussion sur la grossesse. Donc, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas. Et dans les études scientifiques, est-ce qu'on arrive à savoir à quoi c'est dû, ces fibromes-là? On a dit que c'est la faute à pas de chance, mais... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas encore vraiment de cause vraiment retrouvée, c'est plurifactoriel. Il y a le facteur hormonal, le facteur héréditaire, et il y a encore beaucoup d'études en cours où ils sont en train de voir s'il n'y a pas des déterminants génétiques chez certains. Mais c'est que tout comme l'endométriose, on n'a pas encore de vraie cause, malheureusement, et pourtant, c'est une pathologie très fréquente. Mais je pense qu'on ne met pas assez les moyens sur certaines pathologies. Pour trouver, désolée, pour faire les études nécessaires, en tout cas sur ces pathologies-là qui sont très fréquentes. Mais je pense qu'il devrait y avoir plus d'études pour mieux les comprendre. On y croit. Ah bon, on va faire pour sortir, et ça va faire le lien avec la question de Leslie. Quel conseil, du coup? Comment éviter que nos filles, nos jeunes, justement, subissent? Comment leur donner les clés pour gérer au mieux ces sujets autour de la santé féminine, de l'ambition, concilier bien-être, carrière, etc., carrière longue, carrière scientifique? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message, comme point de vigilance à avoir pour avoir le bon combo et le bon équilibre entre tous les sujets autour de la santé féminine et puis leurs ambitions? On va faire un tour de table, du coup, et ça sera la conclusion. On va commencer par Marly. Ça marche. Déjà, il ne faut pas se décourager, il faut aller au fond il faut être motivé, il faut aller au fond de ses ambitions et pas se laisser décourager parce que tout est possible et qu'on peut allier les deux. Ça peut être difficile, mais en tout cas, c'est possible et faisable. Après, je pense qu'un point hyper important pour la santé de la femme, c'est vraiment de connaître son corps, de connaître la physiologie de son corps, comment le corps fonctionne. Quand on parle de la santé reproductive, à quel moment on sait que la réserve ovarienne commence à diminuer pour pas être choqué, etc. Il faut se connaître.
il faut aussi, je pense, maintenant faire de la médecine préventive, c'est-à-dire ne pas attendre que les symptômes s'accentuent et consulter dans le tard. Il faut essayer d'aller avant, voilà, parler de contraception avant, de mettre tout ça en place, parler de tout ce qui est dépistage, discuter avec son gynéco ou avec d'autres professionnels de santé de toutes ces problématiques et ne pas voilà, laisser les choses s'installer. Je pense que ça, c'est hyper important. Et après, allier carrière et santé, je pense il faut se préserver, il faut connaître ses limites. Quand on n'est pas bien, etc., il faut pas foncer et ne pas s'écouter. Je pense que écouter son corps, c'est quand même hyper important. Les femmes, on est fortes quand même pour ça. On a peut-être ses petites intuitions, on s'écoute un peu. Donc, je pense que c'est important de s'écouter pour pas aller dans des burn-out ou des choses comme ça. Quand il faut dire stop, il faut dire stop. Quand le corps a besoin de se reposer, de faire une pause, il faut l'écouter. Et après, pour mieux repartir, pour ne pas tomber dans des épuisements ou autre. Super. Dado, pour sortir? Pour conclure, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Marly, mais moi je rajouterais qu'il ne faut pas mettre de limites à nos ambitions, c'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut se mettre des limites, que tout nous est possible de nos jours et qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent que parce qu'on est des femmes, on est prédestiné à certains métiers qui vont avec la vie de famille, la vie de maman. Non, je pense que si tu veux être astronaute, il faut y aller. Si tu veux être chimiste, il faut y aller. Si tu veux être ingénieur, il faut y aller. Et si tu veux être médecin, il faut y aller aussi. Mais voilà, il faut juste, comme dit Marly, savoir s'écouter et aller à son rythme pour essayer de combiner les deux, mais pas se mettre de limites parce qu'on est une femme. Et je rebondirai aussi sur ce qu'elle a dit par rapport à la prévention. C'est très important de se faire suivre, de ne pas attendre que les soucis arrivent pour pouvoir les combattre, mais avoir un suivi régulier parce qu'on est très forte, effectivement, aussi pour pouvoir mettre les autres en avant et nous, se dire, OK, c'est pas grave, je prends les rendez-vous pour les enfants, pour mon mari, pour ma tante, pour mon oncle, et oublier de faire ses frottis, de faire ses rameaux, de faire ses dépistages de cancer colorectal. Il ne faut pas s'oublier. Il faut être égoïste un peu aussi de temps en temps et penser à tout d'abord. Super. Idocile, pour sortir? Oui, pour sortir, comme on l'a si bien dit depuis le début, il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Et j'insiste encore sur la prévention. La prévention, c'est la clé. Il y a des dépistages qui se font même en Afrique. Il y a des hôpitaux qui font des séances de dépistage du cancer du sein, cancer du col, cancer de l'utérus. Être aux aguets de tout cela. Et puis ne pas avoir honte de demander de l'aide. Ne pas avoir honte de demander de l'aide. Que ce soit à un mentor, que ce soit à un professionnel de la santé. Parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont certains symptômes, elles préfèrent cacher. Elles préfèrent dire, ah, c'est rien, je vais gérer, on va gérer. Et le temps de dire on va gérer, ça s'empile et ça arrive à un niveau où on ne peut plus faire marche arrière. Ne pas avoir peur ou honte de demander de l'aide. Donc, en résumé, c'est ça. Savoir concilier vie de travail et puis vie professionnelle. Donc, en gros, OK, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés, toutes celles qui nous ont écoutés se sont appris. L'ambition, la vie de femme, la vie de maman, même si les challenges sont grands, on peut les concilier. On peut être astronaute et maman, gynécologue et maman, etc. Donc, de ne pas refréner son ambition parce qu'on se dit, je vais passer à côté de ma vie de femme si j'embrasse ce chemin de carrière. Il y a énormément d'avancées. Et heureusement, plus on en parle, plus on rend visible les sujets, on prend connaissance de tout ce qui existe comme moyen autour de justement la fertilité dont on parlait. Les femmes ont des enfants de plus en plus tard parce que justement, elles ont des carrières, des études qui prennent du temps. Donc, peut-être qu'elles ne trouvent pas la bonne personne au bon moment. Voilà. Donc, il y a énormément de leviers aujourd'hui, quelle que soit la partie du monde, hein, parce qu'on va parler de la France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Dans beaucoup de pays, les choses bougent. Peut-être pas assez vite, mais elles bougent quand même. Donc, il faut écouter les professionnels. C'est important de trouver la bonne information. On a encore beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous, beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui, des fois, diffusent des messages un peu discutables. Donc, allez trouver les bonnes sources pour avoir la bonne information et intégrer dans vos projets
pour justement voilà, aller construire et atteindre ses ambitions. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que ce sera le début d'une longue série parce que ces sujets-là, voilà, il y a tellement de challenges, tellement de choses à dire et d'éducation, de prévention à faire que c'est important de prendre la parole en tant que professionnel, être visible parce que on n'a pas assez de professionnels qui s'expriment. Enfin, Merci. mais voilà, c'est important d'être présent, d'occuper l'espace médiatique pour informer, pour prévenir sur ce type de sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci pour Merci à vous. Merci les filles, c'était top. Merci. Merci d'avoir organisé Merci à ça. tous qui nous ont suivis. Merci. Et bye bye. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.